D'accord. Pour l'expliquer, واش لازم ندير؟ لازم نروحوا لا باثوجين. Fusobacterium necrophorum, est-ce que c'est une bactérie physiologique ou la pathologie? C'est-à-dire, je m'excuse du terme, mais est-ce que c'est une... Quand est-ce qu'une bactérie est dite physiologique? Très bien, c'est ce qu'on appelle les bactéries saprophytes. D'accord? Ça. Donnez-moi un exemple de bactérie saprophyte qui devient pathogène. معروف. Escherichia coli. Escherichia coli fait partie de quel type de bactéries? C'est les coliformes. Est-ce qu'on est dans les coliformes? Parce qu'elles se retrouvent au niveau du côlon. C'est des bactéries physiologiques au niveau du côlon. Qu'est-ce qui fait la différence entre E. coli non pathogène et E. coli pathogène? Quelles sont les transformations qu'on rencontre au niveau de Escherichia coli pour qu'elles soient pathogènes? Hein? Très bien. C'est les facteurs de contagiosité. Quels sont les facteurs de contagiosité de Escherichia coli? Il y a une zone. Pour qu'elle devienne pathogène, les facteurs d'attachement, l'intestin, parce qu'il y a qu'elle est libre au niveau du côlon. Elle était libre, elle était là, ça profite, elle n'est pas comme ça, elle est comme ça. D'accord? Elle n'est pas symbiotique, parce que symbiotique, je m'en tout quel ou tel. C'est ça la symbiose. D'accord? Les relations entre les êtres. Le coli, elle est là, elle mange. Suite à des problèmes, des perturbations, suite à une baisse de l'immunité, cette E. coli, qu'est-ce qu'elle va? Elle va acquérir des facteurs de contagiosité. Deux facteurs essentiels de contagiosité, les facteurs d'attachement et la toxine, l'entérotoxine, l'entérotoxine. Les deux, la bactérie, elle devient pathogène. Fusobacterium, tenez-vous bien, c'est une bactérie qui fait partie des coliformes. Fusobacterium necrophorum est une bactérie commensale du tube digestif. Elle est commensale du tube digestif. Ça veut dire, qu'est-ce qui la rend pathogène? Dans le cas de necrophorum, c'est la localisation. Premièrement, c'est la localisation. Deuxièmement, c'est tous les facteurs d'agression de l'animal. Pour la cavité buccale, l'agression majeure, c'est quoi? C'est les lésions. Lésions traumatiques. Par exemple, un bovin, les fibres. Des fois, surtout les veaux immunostrales, il y a des lésions au niveau de la gencive, au niveau du palais, au niveau de... Fusobacterium necrophorum, qu'est-ce qu'elle va? Elle va profiter de cette situation et elle va s'introduire au niveau de la cavité buccale. D'accord? Elle va s'introduire au niveau de la cavité buccale. Donc, pour que nécrobacillose s'installe, il faut une lésion. La lésion, elle peut être soit traumatique, soit chimique, soit n'importe quelle lésion. Mais surtout, c'est la lésion traumatique. La lésion traumatique. Pourquoi chez les jeunes, on va voir pourquoi à partir de 2 semaines et 3 mois, allez chez moi, après la pénétration de cette bactérie, il y a installation de quoi? Du phénomène infectieux. Ça veut dire production de leucotoxine et l'effet nécrosant au niveau de la cavité buccale. Donc, on récapitule: lésion, pénétration, effet infectieux. Donc, il faut une lésion. Allez exactement 2 semaines à 3 mois, parce que effectivement, c'est à partir de 2 semaines jusqu'à 3 mois que les veaux commencent à brouter. Avant, c'est une alimentation purement lactée. Il n'y a pas de lésion. Avant 2 semaines. Avant 2 semaines. C'est du lait. D'accord? Donc, avant 2 semaines, c'est
c'est un régime lacté strict, pas de lésion, à partir de 2 semaines déjà, il commence à brouter, il commence à chercher des brindilles, des tiges. Ouais, des tiges, vous mettez les développements de la chèvre. D'accord? Donc, entre 2 à 3 semaines, c'est l'âge où les petits veaux commencent à brouter. Et un autre facteur, entre 2 semaines, à partir de 2 semaines, où j'y ça? Très bien, c'est ce qu'on appelle le trop immunitaire. Baisse d'anticorps d'origine maternelle et la non-élévation des anticorps d'origine soi-même. C'est ce qu'on appelle le trop immunitaire. Et vous allez voir que la plupart des pathologies, surtout parasitaires, la kétosporidose, 2 semaines. Le trop immunitaire. C'est les premiers jours, attaqué, elle a toute la panoplie, l'humidité, toutes les halles, et ainsi de suite. Donc, le colostrum est très très important. D'accord? Donc, Fusobacterium necroforum, pour avoir une stomatite nécrosante, il faut un traumatisme. Pourquoi 2 semaines à 3 mois? Parce que c'est l'âge où les animaux commencent à brouter, commencent à manger, à chercher l'alimentation solide. Cette même bactérie, Fusobacterium necroforum, elle peut descendre jusqu'au larynx. Vous voyez? Donc elle commence par la cavité buccale et elle peut descendre jusqu'au larynx, où elle va donner une laryngite striduleuses. Laryngite, c'est l'inflammation du larynx. D'accord? Striduleuse, c'est un type de quoi? Laryngite striduleuse, c'est un type de sang. Comment on appelle les sangs au niveau laryngé? Les sangs pathologiques. Hein? Il y a un sang physiologique, il y a 2 sangs pathologiques. Le sang physiologique, on a un sang laryngé qui est physiologique. Il y a un stéthoscope au niveau du larynx, c'est beau. C'est le passage de l'air qui est physiologique. D'accord? Quels sont les sangs pathologiques au niveau du larynx? Au niveau du larynx, on ne parle pas de râle. Râle, c'est pulmonaire. Crépitation, c'est pulmonaire. Chakra. Chakra, c'est le reniflement et le renflement. Ça, c'est nasal. Chez larynx, on doit un autre nom. Hein? Le cornage. C'est ce qu'on appelle le cornage laryngé. C'est le cornage laryngé. Le cornage laryngé. D'accord? Le cornage laryngé. Et le cornage, c'est quoi? Il est dû à une obstruction du larynx. L'obstruction, elle peut être due soit à l'inflammation, c'est la laryngite, striduleuse à l'âge, parce qu'à l'écoute, nous avons une ondulation. Quelque chose qui, sur un tempo qui est en train de striduler. C'est pour cette raison qu'on parle de laryngite striduleuse. Donc, si vous avez des affections buccales de type stomatite, nécrobacillose, associées à une laryngite striduleuse, vous êtes automatiquement dans un cas de nécrobacillose buccale. Donc, la nécrobacillose buccale, elle est caractérisée par quoi? Par une stomatite nécrosante et par une laryngite striduleuse. Une laryngite caractérisée par un cornage striduleux, un cornage laryngé. C'est l'équivalent d'un shred. Ça, c'est le renflement. Le renflement et le reniflement, ce sont des affections de la cavité nasale et non pas du larynx. Le larynx, on parle de cornage. Cornage laryngé. Le cornage laryngé. D'ailleurs, vous allez le retrouver aussi chez le cheval. Il est plus spectaculaire que chez les bovins. D'accord? Suite à une pathologie
qui fait partie de ce qu'on appelle les vis rédhibitoires. C'est-à-dire que quand vous avez un cornage laryngé chez un cheval, vous avez le droit de faire retourner le cheval vers son propriétaire et d'allumer la chaîne. Ça s'appelle les vis rédhibitoires. D'accord, les vis rédhibitoires. Un des choses. D'accord? Parmi elles, le cornage laryngé. Des fois, le cornage laryngé n'est pas visible au repos. Il faut faire marcher, trotter, voire courir l'animal pour que le cornage soit audible, monsieur visible, audible. Les symptômes cliniques de cette stomatite croupale, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une odeur putride, une odeur de putréfaction. C'est pour cette raison que le vétérinaire, il doit tout voir, tout écouter, doit tout entendre et tout sentir. Et des fois, on goûte. Qu'est-ce qu'on peut goûter? Le lait. L'urine. C'est grave. Non, l'urine, on peut la sentir. On peut la sentir. Hein? Une odeur aigrelette de l'urine, elle nous oriente vers quoi? Une odeur aigrelette. Qarsa. C'est une qui est caractérisée par une odeur aigrelette de l'urine et de la laine. L'acétonémie, pomme rainette. Une pomme rainette, une pomme khamja. Attention, comme le vétérinaire, il doit utiliser tous ses sens. Le toucher, l'audible, la vision, l'odorat et le goût. Le goût, c'est pas pour les bébés, quand même. D'accord? Donc, qu'est-ce qui caractérise? C'est le signe, j'aime pas le terme pathognomonique, je ne l'aime pas pathognomonique parce qu'il n'y a pas de pathognomonique, mais des fois on l'utilise. Donc, une odeur putride. Une odeur putride. D'ailleurs, vous allez la sentir sans ouvrir la cavité buccale. Rétrodouane, c'est une odeur très forte. Nécrobacillose, piétin et panarie ont une odeur caractéristique. Week-end, Microforum, Week-end, Fusobacterium, Necrophorum, c'est une odeur spectaculaire. D'accord? C'est une odeur spectaculaire. Un peu. Il y a un problème de panarie, il y a un problème de. Chez les veaux, entre 2 semaines et 3 mois, c'est l'odeur putride. C'est l'odeur très très marquante. D'accord? Plus les ulcères profonds, recouverts d'une fausse membrane. Donc, qu'est-ce qui caractérise les ulcères lors d'une stomatite croupale? C'est la formation de croupes. Croupes, ce sont des fausses membranes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver la lésion, la perte de substance, et des fois, on la retrouve recouverte de croupes, recouverte de fausses membranes. D'accord? Et là, vous allez voir que nécrobacillose, ou le Fusobacterium necrophorum, يحب واحد البلاصة شابة au niveau de la langue هدرنا عليها. شوف tout l'ulcère, toute la nécrose, après avoir enlevé les fausses membranes. شوف les fausses membranes. Tout ça c'est un cratère, regardez. Et croyez-moi, on a vu des cas plus graves que ça. Alors, ça vous rappelle quoi dans la région? Allez, au niveau de la langue. Le torus lingual, le torus lingual. C'est pour cette raison que dans les rappels sémiologiques, on avait dit que c'était une région où il fallait faire attention à cette partie. Il y a le bourrelet gingival. Pourquoi? Parce que la plupart, surtout les bactéries, ils habitent la région. Et donc vous voyez que c'est une perte de substance très 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 marquée avec des fausses membranes chauffées exactement au niveau du torus lingual, là du torus lingual.
D'accord? Ça, c'est typique de la nécrobacillose linguale, la nécrobacillose buccale, la nécrobacillose linguale. Donc, c'est des photos, il faut les garder à vie, tac, à chaque fois, de trouver les. Ces ulcères peuvent aussi atteindre les joues, la gencive et la langue. Mais la langue, c'est le lieu de prédilection de cette bactérie. Donc, on peut avoir des ulcères profonds au niveau de la joue, au niveau de la gencive et au niveau de la langue. Qu'est-ce qui caractérise la nécrobacillose linguale? C'est l'odeur. C'est un diagnostic par odeur. Et c'est une odeur il suffit de la sentir une fois. C'est bon. En cas de laryngite strébuleuse, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi associé? On peut avoir une toux humide, une forte dyspnée, de la fièvre, difficulté à déglutir et des bruits laryngiques. Des bruits laryngiques, ce sont des conges. Ce sont des conges. Lorsque il y a une association entre nécrobacillose linguale et laryngite strébuleuse. Laryngite strébuleuse. Je vais les photos radio. Ce sont des choses très très importantes. Vous allez retrouver les mêmes lésions. Donc pour le traitement, qu'est-ce qu'on va faire? On va débrider la lésion, donc on va enlever via les fosses membranes, chirurgicalement, avec bistouri ou avec des ciseaux. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut utiliser aussi? On peut utiliser une antibiothérapie à base de pénicilline, tétracycline, sulfamide, ceftiofur, ainsi de suite. Toutes les panoplies, généralement, c'est une bactérie qui ne résiste pas à une antibiorésistance. Donc, n'importe quel antibiotique large spectre, il fera l'affaire. Il fera l'affaire. Plus, on peut donner aussi de la glycérine iodée sur la lésion. Hein? Et on avait dit, le rôle de la glycérine, c'était un fixateur, très bien, fixateur de l'iode sur la lésion. Donc, première pathologie qui va concerner maintenant la langue. On a terminé donc avec des affections de la cavité buccale et des dents. Cavité buccale et des dents. Maintenant, on va passer aux affections de la langue. Aux affections de la langue. Il y a des pathologies qui peuvent toucher la langue. Alors, chez les bovins, la pathologie la plus importante qui peut toucher la langue, c'est l'actinobacillose. L'actinobacillose. Donc, le terme là, on va le revoir plus en détail lorsqu'on va aborder l'actinobacillose. Et ce qu'on aura aussi la langue de bois. La langue de bois. D'accord? La langue de bois. Donc, les affections de la langue, comme pour la cavité buccale, nous avons des affections congénitales et des affections acquises. Donc, parmi les affections congénitales qui intéressent la langue, c'est ce qu'on appelle la macroglossie. Macroglossie. C'est quoi la macroglossie? Il faut toujours le décomposer. Macroglossie. Macro, c'est la différence de micro. Micro, c'est macro. Stop. Facile. Macro, micro, glossie, c'est langue. Donc la macroglossie, c'est une taille anormalement grande de la langue. C'est ça la définition de la macroglossie. Macroglossie, c'est une taille anormalement grande de la langue. Alors, c'est une maladie congénitale. Est-ce qu'elle est héréditaire? Est-ce qu'elle est toujours héréditaire? Alors, dans ce cas, elle est toujours héréditaire. Et on avait dit la différence entre une pathologie congénitale et une pathologie
héréditaire. Héréditaire, ça fait partie du congénital. Mais tout ce qui est congénital n'est pas toujours héréditaire. La macroglossie, elle est toujours héréditaire. Ça veut dire que c'est un gène qui se transmet. C'est un gène qui se transmet. Elle est caractérisée par quoi? Par une hypertrophie de la langue. Une hypertrophie de la langue. Ce qui va donner une macroglossie. C'est une hypertrophie de la langue qui atteint une taille anormalement grande. D'accord? On la retrouve surtout chez les vaches allaitantes. C'est quoi une vache allaitante? Attendez la définition directe. Alors, définition d'une vache allaitante. Alors, une vache allaitante est une vache dont le lait n'est pas destiné à la commercialisation. Il n'est pas destiné à la commercialisation, monsieur, à la consommation humaine. J'ai bien dit, à la commercialisation. Ça veut dire que son lait n'est pas commercialisé, mais il peut être consommé par l'éleveur, par le diable, par le lait kaha est destiné pour qui? Pour son veau. Et on parle de veau sous la mer. D'accord? Veau sous la mer. Donc une vache allaitante est une vache dont le lait n'est pas destiné à la commercialisation. Il est destiné à son veau essentiel. Essentiel. D'accord? Essentiel. Généralement, les vaches allaitantes sont de quel type? Dans la destination zootechnique. C'est des vaches viandeuses. C'est des vaches viandeuses. D'accord? Et parmi les vaches viandeuses, les 50 dernières années, on a eu des sujets, des khrdjou, avec une forme spectaculaire. Similairement, les races culares. J'aime pas ce terme, génétiquement modifié. Génétiquement modifié, attention, amélioré, surtout, amélioré. C'est des améliorations, et non pas une modification. Né génétiquement amélioré. J'aime bien ce terme, au lieu de génétiquement modifié. Alors, les culards, on va voir avec un charolais culard, qui est le blanc bleu belge, qui fait partie des culards. Blanc bleu belge. Chauffe là, quand tu as le snom et culards, regardez la tête. Chauffe le buffalonier, chauffe les remaniements. Extraordinaire. Alors, la deuxième, je dis toute manipulation génétique, elle va donner ses avantages, mais elle a les inconvénients. Parmi les inconvénients, c'est la sortie de ces parts, la sortie de ces pathologies héréditaires, pathologies congénitales. Les minhom, la macroglossie, les minhom, la faute maladie, et ainsi de suite. D'accord? Donc, dès qu'on touche à la génétique, nous avons quelque chose qui se perd. C'est comme les vaches. Les vaches, on a essayé de les pousser au maximum pour la production laitière. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu leur rusticité. C'est devenu des vaches en carton. Hydroxyalec, ça que on est arrivé à 60 litres, à 80 litres. Mais en parallèle, on a diminué leur longévité. Donc, c'est des vaches qui ne durent pas longtemps, qui sont susceptibles d'attraper n'importe quelle pathologie. Ok? Donc, dès qu'on touche à l'amélioration génétique, on veut améliorer un paramètre, automatiquement, c'est au détriment d'autres paramètres. Au détriment d'autres paramètres. Alors, par quoi est caractérisée cette macroglossie? Par une protrusion de la langue. Elle sort de la bouche, bien sûr. Parce que la cavité buccale, elle a été créée pour une longueur bien donnée de la langue. Donc si elle dépasse la longueur de la cavité buccale, on va avoir une protrusion de la langue. C'est une langue pendante, c'est une langue qui va pendre en dehors de la cavité buccale. On peut avoir aussi une déformation de la mâchoire associée, donc une déformation de la mâchoire
associée à cette protrusion de la langue en même temps. Donc, soit une mâchoire qui est déformée, donc elle est déviée dans un seul sens, donc à gauche ou à droite, ou bien une mâchoire, des fois, qui n'existe pas. C'est-à-dire la non-formation carrément de la mâchoire. D'accord? Mais généralement, c'est une déformation de la mâchoire. Alors, les veaux ont du mal à téter. Donc, vous imaginez, si la langue est trop grande, donc il n'y a pas, le réflexe de succion n'existe pas. Puisque le réflexe de succion, il a besoin de quoi? Il a besoin de la langue, il a besoin de la voûte palatine. Donc la langue se retrouve en dehors de la cavité buccale. Donc le veau ne peut pas téter sa mère. Le traitement est chirurgical. Donc qu'est-ce qu'on fait? On coupe une partie de la langue. Généralement, on la coupe en V pour garder toujours la pointe de la langue. Bon, bien sûr, pour les animaux de valeur. Les animaux de valeur. On ne va pas faire de la chirurgie pour des animaux qui ne sont pas de valeur génétique. D'accord? Valeur génétique, mais la reproduction. L'engraissement, c'est une pathologie, c'est un mal qui doit être écarté de la reproduction. D'accord? Parce que c'est une part qui va revenir. Généralement, lorsque la langue est toujours en contact avec le milieu extérieur, elle va subir des nécroses, assèchement et nécrose. Elle devient rougeâtre, violacée, carrément. Donc, si on doit intervenir, il faut intervenir précocement, avant l'installation des phénomènes nécrotiques. D'accord? La macroglossie. Oui. Nécrosée. Il faut aller. Sauf la partie calculée, faire la partie nécrosée. Là, c'est la partie. Bien sûr. Bien sûr. Et ne trache la macroglossie vers la microglossie. Parce que la microglossie, c'est un gros point. Donc la resection caractérise dans les limites d'une longueur physiologique de la langue. D'accord? Longueur physiologique de la langue. Hadi, en ce qui concerne la macroglossie, qui est une pathologie congénitale de la langue. Deuxième pathologie acquise, donc la pathologie des monaléras, ce sont des pathologies congénitales. La pathologie acquise, c'est l'inflammation de la langue. C'est ce qu'on appelle les glossites. Les glossites. Alors, l'inflammation la plus importante à connaître c'est pratiquement la seule. C'est pratiquement la seule. Il y a une pathologie qui c'est l'actinobacillus. L'actinobacillus ou bien la langue de bois. La langue de bois. Alors, l'actinobacillose, elle est due à qui? Quel est l'agent pathogène qui est responsable de l'actinobacillose? C'est Actinobacillus lignéresi. Actinobacillus lignéresi. Actinobacillus lignéresi. Maintenant, je vais vous donner une astuce pour bien retenir Actinobacillus. Actinobacillus, généralement, il n'y a pas de problème pour Actinobacillus. C'est une grande famille, Maroufa, Chabbi, Haïdi. D'accord. Lignéresi. Alors, lignéresi. Alors, lignéresi, où est-ce ligne. Lignéresi. Ça nous fait rappeler la lignine. Et la lignine, c'est quoi? Non, la lignine, la pectine, l'hémopectine. C'est une forme de vieillesse de la cellulose.
tous les lignines, tous les pectines, tous les hémicelluloses. Et ce sont des fibres non digérées par les ruminants. D'accord? Ça, la cellulose, elle se retrouve à quel niveau? Au niveau des végétaux. Le bois. D'accord? Le bois. L'écorce, c'est la cellulose. Le tronc d'arbre, c'est de la cellulose. D'accord? Et c'est de la cellulose ancienne, c'est de la lignine. La langue, où je connais la l'actinobacillose, la langue de bois. D'accord? Donc la langue de bois, elle est due à qui? À Actinobacillus linéairesi, la lignine. Il y a la cellulose, et on le bois. Linéairesi. Donc, Actinobacillus linéairesi, lignine, cellulose ancienne, arbre, tronc d'arbre. D'accord? Donc, Actinobacillus linéairesi, elle atteint surtout les bovins, les ovins et les caprins. D'accord? Surtout les jeunes bovins broutards. Je connais les broutards? Très bien, ce sont les jeunes, les biens, les manchots. Très bien. C'est une pathologie sporadique. C'est quoi une pathologie sporadique? Sporadique. Elle ne touche pas tout le troupeau. C'est des cas sporadiques. Ça veut dire elle touche des individus uniquement. Il n'y a pas une atteinte de tout le cheptel. Une pathologie sporadique, c'est une pathologie individuelle. Donc, si vous retrouvez une actinobacillose, un résumé actinobacillose chez plusieurs individus, il faut que vous ne pas l'actinobacillose. L'aspect épidémiologique, il est très important. D'accord? Les premières pathologies léomélostomatiques, ce sont des virus. Diffusion rapide. La morbidité, 100%. La mortalité, 60%. Non, non. Là, ce sont des pathologies sporadiques. Et donc, l'épidémiologie, elle est très importante. Donc, ce sont les bovins, les ovins et les caprins, les jeunes surtout. C'est des pathologies sporadiques. Sur le plan pathogène, c'est la même chose les renards à l'écobacillose. Donc, où est-ce qu'il y a un traumatisme de la muqueuse, pénétration et multiplication de la bactérie, développement de lésions granulomateuses, intervention des cellules immunitaires, les nœuds lymphatiques de drainage grossissent. J'attire votre attention sur un point très important de diagnostic différentiel avec une autre pathologie, elle est caractérisée par une enflure du maxillaire, avec des lésions au niveau de la langue. D'accord? Mais il n'y a pas d'hypertrophie de l'ovules. Donc l'actinobacillose égale automatiquement une réaction ganglionnaire. Parce que les nœuds lymphatiques de drainage grossissent. Parce qu'il y a intervention des cellules immunitaires. L'infection reste localisée à la zone initiale. Ça veut dire qu'on va retrouver une enflure au niveau du maxillaire, au niveau de la joue. On va la voir. Une enflure. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est l'actinobacillose ou là, c'est la maladie qu'on va voir par la suite? Comment faire la différence? C'est les ganglions lymphatiques. Et c'est pour cette raison que la connaissance des ganglions lymphatiques, surtout de la tête, sont très importantes. Donc, je dois me faire la suite. Actinobacillose, réaction ganglionnaire. Il y a une réaction ganglionnaire. Donc, les symptômes, quels sont les symptômes rencontrés lors d'une actinobacillose? Donc,